Contrairement aux garçons, les jeunes filles sont confrontées à des difficultés assez particulières tout au long de leur parcours scolaire. Ces difficultés constituent un frein majeur pour l'épanouissement de la femme en général. Il s'agit entre autres des mariages précoces, des violences sexuelles, du coût même de la scolarisation et des conditions de sécurité. Au cours de cette émission, nous allons aborder la question de l'éducation de la jeune fille avec Madame Sandra Béa. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Madame Sandra Béa, vous êtes présidente de l'ONG Mwanjad. Vous êtes également vice-directrice d'une école basée aux États-Unis. Oui. D'entrée des jeux, nous sommes curieux de savoir votre parcours. J'ai étudié en Mbuji-Mayi. J'ai fait mes primaires là-bas, mes humanités. J'ai commencé l'université aussi là-bas. Puis je suis allée aux États-Unis terminer. Et voilà, je travaille et j'ai mon ONG. Vous avez une ONG, visiblement vous êtes une femme épanouie. C'est quoi votre secret? L'éducation. C'est l'éducation et c'est pour ça que ma passion, c'est l'éducation et je voudrais vraiment m'appuyer dessus. Qu'est-ce que vous entendez par épanouissement de la femme? Avant qu'on revienne même sur les sujets de l'émission d'aujourd'hui. L'épanouissement de la femme, ce que je vois, c'est plutôt que la femme parvienne à donner toute seule le meilleur d'elle-même. Qu'elle parvienne à... Toute seule sans l'accompagnement de l'homme? Bien sûr, non, je veux dire l'homme. C'est vrai que l'homme accompagne un tout petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que sa propre volonté, ce qu'elle aimerait faire toute seule de sa propre vie, qu'elle y arrive. C'est ça, une femme qui peut s'épanouir. Une femme qui parvient à le faire. Si une femme qui se dit « j'aimerais bien aller jusqu'à faire ma maîtrise », pourquoi pas? Qu'elle s'épanouisse et qu'elle y arrive. Aujourd'hui, présidente d'une ONG, c'est quoi l'origine de Mwanjadi? Mwanjadi, je vais vous dire, d'abord Mwanjadi veut dire brave femme, c'est en Chiluba. Et son origine, quand j'étais en Mbuji-Mayi, j'avais des copines qui ne revenaient pas à l'école. Et après, j'ai eu des élèves, j'ai dû enseigner aussi au lycée Mwanjadi. Et j'ai vu des élèves qui ne revenaient pas, j'en ai eu marre. Je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais attendez, où est-ce que vous allez? Il y a une fille qui s'est levée qui m'a dit, madame, en fait, elle se marie, bien jeune, vous savez, 13, 14 ans. C'est là que j'ai demandé, mais pourquoi? Il y en a c'est très récurrent au Kassai. Oh oui. Et j'ai demandé, mais pourquoi? Et elle m'a dit, madame, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Je suis partie aux États-Unis avec cette phrase-là. Je me suis dit que je veux faire quelque chose pour la jeune fille. Est-ce que c'est pas aussi une question de culture? Peut-être, mais je ne pense pas que c'est seulement en Mbuji-Mayi qu'on a ce problème-là. Donc, il fallait bien faire quelque chose pour la jeune fille. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit clairement que les problèmes d'éducation restent un réel défi pour la femme. Oui. C'est quoi votre champ d'action par rapport à Mwanjadi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ce qu'on fait exactement, c'est qu'on paye les frais scolaires. Ça veut dire qu'il y a les élèves écrivent à la fondation, ils nous écrivent et ils donnent, elles disent exactement les conditions dans lesquelles elles sont en train de vivre, le pourcentage qu'elles font à l'école, par exemple au premier semestre, et qu'est-ce qu'elles aimeraient bien faire plus tard. Sur base de ça, nous on choisit et on va et on paye pour elles. Donc nous payons directement à l'école et elles ont toute leur année payée. Et c'est quoi le fonctionnement? Vous êtes subventionné ou ce sont des collectes que vous faisiez par exemple aux États-Unis avec des collègues? Exactement, ce sont des collectes que je fais avec des individus, mais surtout nos plus grands donateurs, ce sont des écoles. Ce sont des écoles, des humanités et des primaires qui ont voulu aider des enfants en Afrique, des enfants au Congo, et ils font des petites collectes à l'école pour justement payer pour ces élèves. Jusqu'ici, combien d'enfants sont scolarisés par Mwanjadi au niveau de Mbuji-Mayi? Depuis le début de Mwanjadi Organization, nous avons commencé avec 6 filles. Depuis le début, nous avons scolarisé 800 filles. Déjà là, je venais de Mbuji-Mayi et je suis allée donner, rien que pour cette année, 200 bourses. L'année scolaire qui va commencer, oui, 2015-2016, voilà. Okay. Et est-ce qu'il y a un suivi, il y a un mécanisme de suivi par rapport aux gestes que vous posez? Parce que généralement, ce qui arrive, c'est que
il y a des déceptions hein, sur le terrain. Oui. Vos attentes ne sont pas forcément celles que vous récoltez sur le terrain. Oui. Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi Oui, il y assez a un efficace? mécanisme de suivi avec la directrice et les élèves, elles ont aussi une présidente et une secrétaire. Tous les 2 mois, elles se rencontrent pour essayer de s'encourager et voir quels différents problèmes elles ont. Elles ont toutes mon numéro de téléphone. Elles savent que s'il y a quelque chose, elles peuvent m'appeler et on en parlera. Mounjad, vous scolarisez les enfants, Oui. les jeunes filles, Oui. mais l'on est tous conscients que ça reste un problème que des autres provinces ou les autres filles rencontrent aussi. Oui, oui. Est-ce que vous avez des ambitions de vous étendre? Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, comme je disais, j'ai grandi en Bujimaï. Il fallait que je commence en Bujimaï pour voir exactement comment est-ce que le programme va aller. Je suis très contente de la progression. Et je suis pratiquement à la dernière phase de Bujimaï. C'est que j'aimerais bien réouvrir l'internat pour mettre les filles dans un environnement contrôlable. Et de là, dès que l'internat fait exactement ce qu'on voudrait, ben là, on pourra se lever pour aller dans les autres provinces. J'aimerais bien aller dans les autres provinces. Absolument. On dit tout de même que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a les mariages précoces, on a les violences, on a la pauvreté surtout. Oui. Est-ce que vous avez aussi un champ d'action dans ce sens-là? Vous savez, c'est pour ça que je voulais commencer par l'internat. Parce que l'internat va aider à ce que les filles soient dans cet environnement-là. Je vais me rassurer qu'elles vont manger matin, midi, soir et qu'elles ont le temps d'étudier justement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de payer les frais scolaires. Elles rentrent à la maison. Mais encore, je ne suis pas rassurée qu'elles étudient à la maison ou qu'elles mangent. Vous savez, c'est difficile d'étudier sans avoir mangé. Donc, quand elles seront à l'internat et qu'on parviendra à contrôler un peu plus, ça sera plus facile. J'ai aussi parlé avec les parents. Je leur ai dit, j'aimerais bien, je ne peux pas faire toute seule. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous puissiez, comme une communauté, venir nous donner un coup de main, qu'on se tienne la main pour l'éducation de nos enfants. Mais vous êtes quand même d'avis que la question de l'éducation de la jeune fille se heurte aux inégalités et à la discrimination liées au genre selon les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Et en fait, c'est pour ça que je me base sur la jeune fille. C'est parce que j'aimerais bien que justement cette jeune fille puisse avoir cette option. Il y a des filles qui ne diront pas qu'elles n'ont pas eu d'occasion. Il y a des filles qui diront j'ai pu étudier. Il y a des filles qui diront j'ai eu une chance de demander une bourse et je l'ai obtenue. Vous savez, il y a une boursière, quand elle a fini, parce que le programme c'était juste pour les humanités. Alors quand elle a fini ses humanités, elle m'a téléphoné, madame, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'aimerais bien aller à l'université. Je lui ai dit, ben écoute, on n'avait pas prévu, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis rentrée, recontacter ses sponsors, et ils étaient tous contents. Ils ont dit, oui, on voudrait vraiment qu'elle puisse aller à l'université. Elle est en train de terminer son 3e graduat. Ses donateurs lui ont payé sa première licence et sa 2e licence. Donc elle est garantie d'étudier et de terminer. Parce qu'il y avait une question de volonté aussi. Exactement, vous l'avez compris. Et pour moi, justement, cette élève, elle reste un modèle pour eux. Je leur ai dit, j'ai dit aux élèves, j'ai étudié dans les mêmes conditions que vous. J'étais assise sur les mêmes bancs que vous. Regardez là où je suis, je ne dis pas que je suis arrivée, mais le parcours que j'ai fait, je pense que vous pouvez aussi le faire. Il faut donner la chance à tout le monde. Absolument, absolument. J'aimerais quand même revenir encore sur cette question des causes. Oui. S'il faille prioriser dans cette lutte, dans ce combat que vous menez, est-ce qu'il faut commencer par cette question des discriminations ou une question de mettre à la disposition des moyens assez efficaces, des moyens financiers aux parents pour que ces enfants puissent étudier? Je pense que les moyens financiers, c'est vrai, il le faut aussi, mais il faut que la femme aussi réalise. Je vais vous donner un exemple. Si une femme qui a ses 5 filles qui vont à l'école ou qui obtiennent de cette femme une éducation, ces 5 filles vont tout faire pour que ces enfants aillent aussi à l'école. Ça veut dire que ces 5 filles qui auront aussi 5 enfants iront aussi à l'école ou auront une éducation. Ça va faire automatiquement 25 enfants qui iront à l'école. Prenons l'inverse. Si ces 5 filles n'avaient pas eu d'éducation, 25 enfants n'auront pas d'éducation. Et tout ça, ça vient seulement d'une seule femme. Et donc, il faudrait... Absolument, absolument tout faire pour que la femme soit éduquée.
que la femme aille à l'école, qu'elle puisse avoir une forme d'éducation. Quelle est la place du mariage? Est-ce un atout, un frein pour la femme, selon vous? Je ne pense pas que c'est un frein. Je pense que c'est quelque chose qui s'accompagne. Vous savez, marier, puis avoir 2, 3 enfants, formidable. Mais ces enfants, ils aimeraient bien voir, qu'est-ce que maman elle a fait en fait. Si vous regardez en général, les enfants, ils aiment bien me poser des questions. Maman, qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai que tu es partie à l'école? C'est vrai que tu es à l'université? Ah, tu sais, j'aimerais bien faire comme toi. Ils ont comme modèle premier d'abord les ont... gens avec qui ils vivent. Oui, oui. Donc il serait important de montrer, d'être un exemple justement pour eux. Et je me disais que même si on prend par exemple un exemple dans une ville ou dans un quartier, admettons qu'il y ait une maman qui ne soit pas partie à l'école, sa voisine qui a pu aller à l'école, qui peut aider son voisin, l'enfant du voisin, juste 10 minutes, table de multiplication, exemple aussi simple, table de multiplication par 2, un enfant de 7 ans, viens on va le faire, on va essayer de retenir ça. Je ne sais pas moi, en 10 minutes. Il faut l'avoir appris pour transmettre. Vous l'avez compris. Voilà, c'est pour ça que la femme doit être éduquée. Est-ce que, hormis ces jeunes filles, il y a aussi la question d'encadrement? Puisque vous parlez d'éducation, ça englobe l'instruction et tout ce qui est formation. Vous accordez aussi des formations ou... Pas encore. Et vous savez, ça, ce sont des moyens. Mais si on peut se mettre dans une position où on peut le faire, parce que l'école, le lycée Mouadjadi, il a par exemple la section coupe-couture. Donc il y a 2 ans, par exemple, quand je suis venue, elles ont fait des sacs qu'elles m'ont donné. On est allé les revendre aux États-Unis. Et avec cet argent, elles ont refinancé des élèves. Donc ce sont elles, en fait, qui ont donné cette bourse. Ces élèves. Donc c'est faisable, c'est possible. C'est possible bien sûr. de pouvoir arranger les choses. Mariage précoce encore, 43% des femmes âgées de 25 ans à 49 ans ont déjà été en union conjugale avant 18 ans et des adolescents entre 15 et 19 ans constituent un pourcentage assez élevé de taux de mortalité maternelle ici en République démocratique du Congo. Comment on peut pallier à ce phénomène, selon vous? Parce qu'il y a une campagne nationale, c'est vrai, qui a été lancée au mois de mai dernier. Mais c'est aussi une question de mentalité et une question de politique nationale. Est-ce que vous pensez que c'est possible de changer la donne? Absolument. Je pense qu'avec l'éducation à la vie, on peut essayer de recadrer et aider justement la jeune fille à comprendre qu'il n'y a pas que le mariage à ce moment-là, à ces 15 ans, il y a l'éducation qui pourra l'aider à être quelque part. Vous savez, l'année passée, j'ai eu 2 boursières qui se sont fait engrosser. Et elles ont fui l'école, elles ont fui la famille, elles étaient tellement gênées et tout. Mais laissez-moi vous dire que ces 2 boursières, elles étaient sur le testament d'une Américaine qui était en train de les sponsoriser. Attendez, vous savez, ça fait mal d'entendre ça. Qu'il y a des gens qui sont en train de faire des efforts, de faire des sacrifices pour elles et qu'elles se retrouvent dans une position où elles sont engrossées. Si on peut appuyer aussi là-dessus en éducation. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qui justifiait ces grossesses? Parce qu'elles étaient déjà au banc de l'école, c'est un accident, c'est... C'est pour ça que je rentre encore une fois sur l'internat. Je ne pense pas que si elle était à l'internat, elle aurait vécu ça. Vous savez, elles habitent loin. On ne sait pas comment est-ce qu'elles vivent. Elles vont dans leurs familles respectives. Elles sont chez des tantes. Elles sont orphelines. Vous savez, il y a tellement de trucs qui entrent en jeu que c'est... L'éducation à la vie, maintenant, elle s'est faite d'une manière diffuse dans la rue. Elle s'est faite à la maison, elle s'est faite à l'école. C'est un peu un mélange qui, par moments, asphyxie les enfants. C'est vrai. Mais s'il est fait à l'école, l'école va aider. Voilà, il va essayer de localiser ou de cheminer avec elles pour qu'elles comprennent exactement. Parce qu'en fait, le fait, c'est pas en leur disant non, tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas passer par là. Elles doivent comprendre. C'est lorsqu'on comprend qu'on réalise. Tu aimerais bien devenir ministre, tu aimerais bien devenir, je sais pas moi, chef d'entreprise, ben il y a un début quelque part. Quand tu te fais engrosser, ça va retarder. Tu ne vas peut-être pas, tu vas peut-être y arriver plus tard, mais ça va retarder ton cheminement.
Donc, mais est-ce que par moment, vous n'avez pas peur que votre combat ou vos objectifs ne soient pas atteints suite à une question qui ne vous concerne pas forcément? C'est une situation généralisée, la pauvreté de certains parents. Non, je n'ai pas peur parce que je me dis, sur 800, si j'en ai une qui termine, ben j'ai réussi. En 6 ans, en avoir 800 qui progressent, qui font le meilleur d'elles-mêmes, des beaux résultats, moi je suis contente. Donc peur, non. Tant que je parviens à aider et à continuer à faire rêver des filles qui se disent qu'elles aimeraient bien devenir comme ça. Elles aimeraient bien faire ce que je suis en train de faire. J'aimerais bien que 100 filles fassent la même chose, ce que je suis en train de faire, de redonner aux contribuables congolais ce que j'ai reçu. J'aimerais bien qu'on se mette à 100 à le faire. Et je suis sûre qu'on serait vraiment bien avancé. Contrairement, on a l'impression, parce que vous vivez quand même en dehors de la RDC, Oui. on a l'impression que là-bas c'est le paradis. Il n'y a pas certains phénomènes de société qui se vivent au quotidien aux États-Unis, par exemple. On a l'impression que c'est l'Eldorado parce que tout le monde veut partir. Est-ce que c'est ce que vous allez aussi nous dire aujourd'hui sur ce plateau? Je suis contente, vous avez dit que c'est une impression. Oui. Vous savez, des problèmes, on en a partout. Ils sont peut-être pas les mêmes, mais les problèmes, ce sont les mêmes réalités. Les divorces, on en a là-bas, ici aussi, il y en a. Des enfants orphelins, il y en a de l'autre côté, il y en a bien aussi ici. Mais ce que j'aimerais bien, par contre, les mariages précoces, ça, je ne les vois pas de l'autre côté. C'est une étape qui a déjà été franchie. Correct. Évidemment, parce qu'il y a des instruments illégaux qui accompagnent ce combat-là. Vous savez, tout autour de l'instrument, c'est l'éducation. C'est pour ça que je m'appuie dessus. Lorsqu'il y a une éducation, dans la plupart des cas, on parvient quand même à le réduire. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu à Kinshasa exactement pour envisager, déjà préparer l'année scolaire prochaine. Oui. Mais on aimerait quand même savoir, est-ce que en termes de partenariat assez solide par rapport à l'éducation, c'est vrai que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Oui. Vous avez noué des partenariats davantage entre Kinshasa et là où vous vivez, entre la RDC et là où vous vivez plutôt? Vous savez, et c'est vrai que c'était l'un de mes objectifs ici aussi. C'est à 97%, ce sont des Américains qui soutiennent notre ONG ou qui sont des sponsors. Mais je suis très contente parce qu'en province, j'ai pu rencontrer le gouverneur de province qui nous a aussi vraiment soutenus et nous allons travailler aussi en collaboration. Également ici au ministère, j'ai rencontré le ministre Maker Mwangou et c'était formidable. Lui aussi, il nous a beaucoup soutenu et il voudrait aussi qu'on se tienne, enfin qu'on se donne la main et qu'on avance ensemble. De manière générale, quand vous observez un peu ce secteur d'éducation, est-ce qu'il y a des avancées en RDC? Je vous dirais oui et non. Oui, parce que, en général, vous savez, je suis dans le domaine d'éducation là-bas aux États-Unis. Quand on a des enfants qui viennent, on n'en a pas beaucoup du Congo, mais des autres pays d'Afrique, quand ils viennent, ils se défendent très bien. En général, quand ils terminent les humanités et qu'il y a des bourses, ce sont ces enfants qui les arrachent. Non, parce que je reçois des lettres. Quand elles nous écrivent des lettres de demande de bourse. Non, c'est inadmissible certaines lettres que je reçois. J'ai dû parler aux profs à Mbujimaï pour leur demander de revoir ça. Je leur ai dit, c'est pas possible. Plus tard, elles devront écrire des lettres d'emploi et non, c'est un minimum. Elles doivent parvenir à écrire des lettres. Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour élever ce niveau d'éducation, justement? Je pense qu'il faut que le prof réalise d'abord qu'il est en train de former cet enfant. Le prof ou l'école, ils ont les enfants au minimum 6 heures. Les enfants viennent à l'école pour apprendre quelque chose. Prenez de ces 6 heures et donnez-leur le meilleur de vous-même. Qu'elles sortent de l'école et qu'elles disent que j'ai appris quelque chose. Et ça, chaque jour. Ils savent donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont concentrés, hein, mais quand ils doivent réfléchir
à leur survie quotidienne, c'est aussi un autre problème. Vous savez quoi? C'est un autre problème et ce n'est pas pour ça que l'enfant va en pâtir. Ce n'est pas pour ça que l'élève va en pâtir. Parce que l'avenir de demain, le Congo de demain, ce sont ces enfants qui n'auront pas eu cette éducation parce que le prof n'a pas donné ce qu'il devait. Et donc l'éducation occupe une place de choix dans la vie des enfants. Absolument, absolument. Et je trouve que ça devrait être d'ailleurs une priorité pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'au lieu de mettre les enfants dans une position où elles ne peuvent pas aller à l'école, s'il y a certains comme nous, comme ce que nous sommes en train de faire, qui peuvent le faire, ben qu'on le fasse. Vous savez, j'ai eu une élève, une dame qui est venue, quand j'étais venue en 2013, parce que j'essaye de venir tous les 2 ans. En 2013, il y a une dame qui est venue et elle me dit, j'ai une liste de filles qui ne sont pas scolarisées. Est-ce que vous pouvez les prendre? Alors je leur ai dit, quand je viens, j'ai déjà une liste. Ça sera très difficile d'ajouter. De toutes les façons, on en reparlera quand je serai repartie. Elle va voir la directrice, elle me dit, écoute, on n'a toujours pas fini, j'aimerais vraiment. J'ai demandé à la directrice de m'envoyer la lettre, de m'envoyer la liste. Je regarde la liste, j'ai vu des filles de 2e secondaire, 18 ans. Attendez. Des autres filles. Elle ira à l'université à quel âge? Elle va finir. Et voilà, une bonne année, c'est bon, et elle sera certainement partie au mariage. Alors j'ai pris la plus jeune. Il y en avait une qui devait passer en première année, et elle avait 13 ans. J'ai pris celle-là. Et c'est celle qui me fait les meilleurs points. L'année passée, elle m'a fait 81%. Je suis allée cette année, elle m'a fait un autre 81%. Et des filles comme ça, il y en a beaucoup dans la République. Ce sont des enfants qui doivent juste être scolarisés. Mais par moments aussi, c'est quand même bizarre ou décevant de voir que ce sont des individus qui assurent la scolarisation des enfants, alors que sous d'autres cieux, la gratuité de l'enseignement primaire est garantie, c'est effectif. Quelle lecture vous faites par rapport à cette situation? Vous savez quoi? Ce que vous dites est vrai, c'est triste, mais on ne devrait pas baisser les bras. Parce que c'est nous qui allons en pâtir. Donc, ne baissons pas les bras. C'est pour ça qu'en fait j'ai commencé. Je me suis dit, si on parvient à scolariser un élève, ça veut dire qu'on peut faire 2. Et s'il y a 2, ça veut dire qu'on peut aller à 3. Aujourd'hui, on est là. Par année, on en fait 200. Ça veut dire que c'est possible. Ou encore peut-être plus. Est-ce que vous essayez aussi de mobiliser certains autres Congolais dans d'autres États, par exemple? Absolument. Pour que il n'y a pas que... On s'est dit avant, au début de l'émission, il n'y a pas que Mbuji-Mayi. Vous avez le choix sur Mbuji-Mayi parce que vos origines, vous les tirez de là. Mais certains d'autres, des ressortissants de la RDC aux États-Unis, par exemple, qui viennent des autres provinces peuvent poser aussi le même geste. Absolument. Et ce serait vraiment avec plaisir que j'aimerais bien voir des autres Congolais venir se joindre à nous. Est-ce qu'il y a une mobilisation dans ce sens, madame? Je peux vous dire, dans quelques États, j'ai par-ci, par-là, mais dire que je suis allée directement dans un État pour exposer dans une communauté, non, pas encore. Voilà. Madame Sandra Béa, vous avez beaucoup d'ambition. Jusqu'où vous poursuivriez vos rêves? Jusqu'à ce que toutes les jeunes filles de la République démocratique du Congo seront scolarisées. Ça, ce sont mes rêves. C'est possible? Mais oui, très, très possible. Vous savez, là où j'enseigne, ou là où je suis vice-directrice, c'est une école d'immersion. Ça veut dire que les enfants apprennent les maths, les sciences, l'histoire, la géographie dans une autre langue. Et les autres langues, c'est le chinois, nous avons le chinois, l'espagnol, l'allemand et le russe. Aux États-Unis? Aux États-Unis. C'est incroyable de voir comment est-ce que ces enfants le parlent couramment. Les enfants complètement, typiquement avec les 2 parents américains qui vous parlent français comme s'ils ont vécu dans un pays francophone. Mon fils fait le chinois. Il parle couramment chinois, couramment. Ma fille fait l'espagnol, la même chose. Donc, vous savez, pour moi, quand je vois ça, c'est faisable. C'est possible. Ah mais oui. Ah oui. Mais il y a quand même aussi des freins au niveau
du système même éducatif. Hein. On voit dans certains livres où c'est écrit papa va au travail, Oui. maman fait la cuisine. Oui. Et les garçons, un aîné, hein, on donne le nom de quelqu'un, Oui. joue au foot, Oui. et la fille fait la cuisine avec maman. Il y a Oui. quand même certaines... ce sont des stéréotypes qui ne nous permettent pas d'avancer, d'autant plus que nous sommes dans un système où la culture même ne donne pas cette possibilité-là à la femme de s'épanouir au même diapason que l'homme. Et c'est vrai, et c'est dans des livres. Mais qui peut changer ça? Nous. Il faut mener des plaidoyers, il faut... Mais il faudrait bien que ça commence quelque part. Il faut d'abord que la jeune fille réalise que c'est vrai qu'au-dessus d'aller dans la cuisine, je peux continuer à lire et écrire. Si nous, on réalise ça, on va réécrire des autres livres là où la jeune fille ne sera plus dans la cuisine. Vous avez vécu au Casse-Oriental, à Mbujimaï, c'est Oui. l'homme qui est le chef, la femme n'a rien à dire. Dans ce contexte-là, l'on se dit que l'épanouissement de la femme n'est qu'une utopie. Vous savez, j'ai grandi en Mbujimaï. À la maison, on n'a jamais parlé de différence comme ça. C'est un cas exceptionnel. Je ne pense pas. Je ne le pense vraiment pas parce que j'ai aussi des autres collègues qui ont évolué aussi comme moi et qui sont aussi ailleurs ou dans des grandes entreprises Il paraît aujourd'hui. que la femme n'a rien à dire Ben, j'ai vu ma mère, dans elle avait cette quelque chose à société-là. dire. Ça dépend du contexte dans lequel vous avez évolué. Si le papa est instruit, la maman est instruite, c'est normal que vous n'ayez pas vécu cela. Et vous avez Mais vous êtes d'avis avec moi que ce sont des choses qui se vivent au Mais quotidien. bien sûr, mais bien sûr, elles se vivent. Mais c'est pour ça que si on ajoute cette éducation aujourd'hui, si par exemple, lorsque moi j'étais aux humanités, il y avait quelqu'un qui serait venu faire ce que je fais, j'aurais adoré. J'aurais vraiment, vraiment apprécié ça. Il faut qu'on vienne, qu'on se donne la main et qu'on lui explique et qu'on lui fasse réaliser. Regarde ce que tu es capable de faire toute seule. Regarde en étudiant, regarde en ajoutant une année de plus ce que tu es capable de faire. C'est vraiment à petits pas, à pas de tortue, mais on y arrive. Mais il n'y a pas que la responsabilité de la femme, il y a aussi, j'aimerais quand même insister sur cet accompagnement de l'homme dans cette question d'éducation de la femme en général. Oui. Il faudrait aussi qu'il y ait cette approbation. Bon, approbation, c'est quand même fort, mais l'accompagnement, c'est mieux. Je suis d'accord avec vous. Je suis aussi d'accord avec vous que l'homme devrait se mettre aussi à côté pour continuer à pousser. Vous savez, parmi les parents avec qui j'ai parlé en Mbujimaï, justement, il y avait des papas qui étaient là. Et lorsque j'ai dit il faudrait qu'on travaille ensemble, même s'il faut qu'on ouvre l'internat et qu'on devrait avoir un dispensaire, il y a peut-être des infirmiers qui pourraient venir. Et des infirmiers des parents. Ce sont peut-être des papas. Ben, venez aussi donner un coup de main. Et ils étaient tous très contents. Très surprenant en Mbujimaï, mais ils étaient là. Les papas, ils étaient là, ils étaient d'accord, ils étaient là. Non, non, absolument, on aimerait vraiment vous donner un coup de main. S'il faut faire ça, s'il faut faire la sécurité le soir pour que les filles dorment et que le lendemain, elles soient prêtes, on voudrait bien le faire. Donc ça veut dire que l'homme, il participe aussi. Est-ce que la nation congolaise peut espérer sur l'apport de la femme pour son développement? Je suis sûre que oui. Je suis convaincue. La femme elle-même en est consciente? On travaille dessus pour qu'elle réalise. Parce que si elle réalise, on va être très loin. Très, très loin. Vous savez, c'est nous qui gardons ces enfants. Les enfants que nous accouchons, nos enfants, c'est nous qui les avons. C'est nous qui devons leur expliquer ça. Et donc la femme a un rôle Un très grand rôle. Un très, très grand rôle. Qu'elle explique à la fille et à son garçon, vous devez tous les deux aller à l'école. Vous devez tous les deux faire le meilleur de vous-même. Vous devez tous les deux être chef d'entreprise. La fille va réaliser, ah, c'est vrai, je peux aussi être chef d'entreprise. Maman me l'a dit. Et c'est quelque chose qu'elle va garder dans sa tête. Et donc tout dépend aussi de la manière dont les femmes se comportent au sein de leur maison. Correct. Mais est-ce que c'est pas aussi tard par moment, d'autant plus qu'on a eu beaucoup de femmes qui n'ont pas été instruites et que... Tard, je ne pense pas. Parce que, par exemple, aux États-Unis, 50, 60 ans, les femmes rentrent à l'université. Hein. Je ne pense pas qu'il y a, ici aussi aux États-Unis, ici aussi au Congo, il y a un âge pour aller à l'université. Il n'y a pas d'âge. Ben voilà.
L'université est ouverte à tout le monde. Et même Voilà. pour le diplôme d'État, il y a des... On a vu, hein, pendant les examens, les épreuves, il y a des femmes, des mamans qui vont appliquer. Je suis contente d'entendre ça. Je suis D'une vraiment cinquantaine contente. d'années. Formidable. Vous savez, c'est un exemple qu'elle donne à sa fille et à sa petite-fille. Donc, c'est vraiment encouragé. Vous restez optimiste, madame. Très optimiste. Je crois que c'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter. Je voudrais juste remercier B1 pour de m'avoir donné cette occasion ou cette opportunité de parler un tout petit peu de ce qu'on a fait et de l'accueil chaleureux que j'ai eu. Merci et surtout bon retour chez vous. Hein. Merci. On vous attend très prochainement et beau vent à tout ce que vous faites par rapport à l'éducation de la jeune fille. Bon courage. Merci beaucoup. On espère bien que les résultats attendus seront toujours escomptés. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très bientôt sur B1 Télévision pour un autre numéro de votre magazine Femmes.